Bonjour et bienvenue dans Certains L'aiment chaud, l'émission qui tente de faire des festoches tant qu'ils sont maintenus. L'émission qui devait faire à peu près 18 films et qui se rend compte qu'elle en verra 3. C'est un peu ça, c'est notre épisode annuel spécial festival du film coréen à Paris, FFCP, toujours au Publicis sur les Champs-Élysées. On va être honnête, on n'était pas sûr de faire cette émission parce que on a le couvre-feu qui est tombé, donc le festival a été suspendu un moment. Là, il est finalement lancé. On est mercredi 28 octobre. Et ce soir, on attend une allocution du président pour nous dire qu'on va être confiné. Par contre, on ne sait pas quand. Donc, on va faire le plus de films possible. Voilà. Et pour avoir la petite dose de films coréens. Voilà. Et ça sera sûrement une des premières émissions sous confinement. Voilà. Le temps de refaire un format. Parce qu'on a fait un peu le tour de beaucoup de plateformes. Bon, bref. Mais ça, c'est encore après. Là, on se concentre sur la Corée. Direction Séoul, Busan, tout ça. Évidemment, des films, des invités, des amis. Alors, beaucoup de surprises parce qu'on voit au jour le jour en fonction des restrictions sanitaires. Donc, ça sera la surprise pour tous ensemble. Et on commence tout de suite avec la première bande-annonce. Et en plus, celle-là, je l'aime bien. Celle-là, c'est sûr. J'ai vérifié. Il y a des bruitages. 망했다. 완전히 망했네. 근데 오늘 우리 집에서 자고 갈 거예요? 차라리 연애를 해, 연애를. 영희 씨는 올해 몇 살이에요? 결혼은 했어요? 이제부터는 무조건 직진이에요. 나 10년 만에 남자 처음 만나봐요. Voilà, donc là, normalement, il y a des bruitages. Je l'ai noté, je l'ai dans mes notes. Oui, alors en plus des bagnoles des Champs-Élysées. Premier film de ce festival, de notre session coréenne. Alors on n'a pas vu le film d'ouverture parce qu'on avait une projo presse qui était prévue de longue date. Donc voilà, puis on pensait qu'on pouvait récupérer le film. Donc peut-être qu'on pourra, peut-être qu'on pourra pas, suspense. Premier film de ce mercredi, un mercredi destiné au portrait de femmes. Et on commence avec Lucky Chan-sil, premier film en tant que réalisatrice de Kim Cho-hee, ou Cho-hee, Cho-hee, si tu le dis. Voilà. Avec moi, Thierry, vous l'entendez, le correcteur officiel. Voilà. Ellie, l'habituée. Salut. Et avec nous, une invitée. Ça commence très fort, on a déjà une invitée. Léa de Fucking Cinéphile. Salut Léa. Salut. Tu aimes les films coréens ? J'adore ça. La Corée, on a vu le sponsoring de Asiana Airlines juste avant, qui nous donne envie alors qu'on est en plein confinement. Merci à eux. Voilà, c'est super. Heureusement qu'il y a un son assez dégueu, donc c'était... Ah, mais c'est la dépression ce truc en plus. Et après il y a le fameux, tu sais, espèce de teaser de tout le festival où ils te montrent des images de tous les films. Et évidemment t'as envie de tous les voir. Et on sait que ça va pas être le cas. On sait pas, on y croit, on croise encore les doigts. Mais là, en tout cas, celui-là, on l'a vu, c'est Lucky Chan-sil, je le disais. Premier film d'une réalisatrice qui d'habitude est productrice et qui va filmer le portrait d'une productrice, tiens donc. Voilà, mais récemment veuve, car son mari, qui était cinéaste, de ce que j'ai compris, et d'ailleurs c'était le seul cinéaste avec lequel elle bossait, vient de passer l'arme à gauche, et du coup elle se retrouve sans boulot, et elle doit refaire sa vie. Va-t-elle pouvoir se défaire du cinéma ? Alors c'est un film sur le deuil, c'est une comédie, c'est un peu une comédie romantique, c'est un peu un film portrait, alors c'est pour ça qu'il y a des bruitages, parce qu'il y a une petite partie comédie, voilà. Après ils n'ont pas la même conception de la comédie que nous, hein. Peut-être qu'eux ils se pissent dessus devant le film. Hein. Ouais, mais justement, quels sont vos ressentis en sortant de ce petit film intimiste, Léa ? Moi j'ai été très touchée. Je pense que j'avais l'impression que ce film parlait de moi et parle de tous les artistes en fait. De tous les gens qui veulent travailler dans les milieux artistiques et qui pour une raison ou une autre se retrouvent un peu étrangers à ce milieu tout d'un coup. Et on sentait vraiment son envie de refaire des films, de refaire quelque chose d'artistique, de changement, mais aussi de trouver quelque chose d'autre dans sa vie qui lui avait manqué. Donc, elle le dit, un mari, des enfants, et de vouloir en fait rentrer dans un moule de la société, que ce soit le moule de la personne artistique ou le moule de la femme au foyer heureuse. Donc, j'ai beaucoup été touchée et oui, c'était très intimiste, comme tu as dit. Soirée ou après-midi dimanche, voilà, c'était très doux pour commencer le festival. Ellie, t'étais sur cette impression aussi, hein ?
Oui, voilà, je partage l'avis de Léa. En fait, moi, ça m'a aussi pas mal touché. Enfin, je me suis beaucoup attaché au personnage. Ça me parlait énormément, ses réflexions, sa manière d'être. La scène où elle engueule quelqu'un qui me dit du mal d'Ozu, j'avais l'impression que c'était moi qui me battais avec Thomas sur Aung San Suu, par exemple. Voilà, c'était. Ça n'a rien à voir avec le fait que le personnage préfère les films de Nolan. En plus, non, il y avait vraiment. On sentait du vécu dans cette scène, quoi. C'était très beau. Mais oui, sinon, voilà, c'est assez mignon. C'est pas mal pour commencer le festival. C'est un peu léger, un peu confus parce que, comme tu disais, Thomas, ça veut faire beaucoup de choses en même temps. Et du coup, ça a un peu de mal à savoir sur quel pied danser. Donc, il y a un petit manque de tenue et du coup, c'est un peu lassant par moment. Enfin, on perd un peu le fil. Et il faut s'y raccrocher. Heureusement, il y a des petites idées sympathiques comme tout ce qui tourne autour de Leslie Chung qui, du coup. Quand même arrive à donner un peu de punch au film, ça lui permet de nous maintenir en haleine tout le long. Mais voilà, c'est pas exceptionnel, mais on passe un moment plutôt sympathique, franchement, et ça fait le taf pour commencer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, justement, c'est là la dualité du truc et l'aspect comédie romantique dont tu parlais avec cette scène qui est en gros piégée entre deux mondes, deux idéaux et aussi, donc, on va pas dire deux hommes, mais presque dans la manière dont on te le montre à la caméra. Donc Leslie Chung est un acteur qui du coup représente aussi pour elle ce qu'elle aime bien justement dans le cinéma, qui est aussi quelque chose d'un petit peu ancien. Et quand lui parle de cinéma hongkongais, lui il lui parle clairement du cinéma d'action. Je pense à la John Woo, à des trucs un peu plus violents que ça. Et elle cite un acteur qui pour elle va représenter plus le bellâtre, quelque chose de beau. Non, tu penses pas? Ah mais attends, je sais pas. Ah, c'est un acteur de John Woo aussi, Leslie Chung. En tout cas, c'est lui qui lui a donné envie de faire du cinéma. Et elle voit son fantôme qui lui parle. Voilà. Oui, en caleçon. Non, avec en fait l'apparition de Leslie Chung dont parlait Ellie en fait, et qui est donc l'apparition fantomatique d'un gars qui lui ressemble un petit peu. Il y a la dualité en fait de cette femme qui est coincée entre deux époques. Justement, le regard sur le passé qui est représenté par lui, qu'elle admire et qui vient du coup lui rappeler ce qu'elle aime. Et l'avenir au final, qu'est-ce que c'est? C'est ce jeune homme plus jeune qu'elle qui lui n'aime pas du tout le même genre de cinéma qu'elle et qui lui dit en quelque sorte pas faut te moderniser mais faut aussi t'ouvrir, parce que du coup dans sa façon de voir les choses elle reste assez bloquée et du coup elle reste très enfermée, persuadée aussi qu'elle peut pas avancer, persuadée qu'elle peut rien faire, et sans lui dire tu dois aimer des choses que tu n'aimes pas, parce que c'est pas le cas. C'est aussi accepte aussi qu'il y ait des gens différents et regarde un peu autour de toi et avance en fait. Et c'est un film qui est assez beau là-dessus, et c'est surtout ce qu'il essaye de faire. Le souci, c'est que du coup, il le fait un petit peu trop longtemps. Et ça tourne un petit peu en rond et ça a du mal à avancer. Et étant donné que c'est très précis, très clair et très subtil dans la manière d'être amené, ça se comprend très rapidement. Donc du coup, à partir du moment où tout est compris, on a un petit peu de mal à voir, pas forcément l'épilogue arriver, mais en tout cas le cheminement se dérouler. Oui, c'est dommage qu'on sache pas où aller, qu'on s'ennuie un peu sur un film d'1h30 quand même. Voilà. Alors moi déjà dès l'ouverture, quand ça commence sur la marche funèbre pendant un repas, je me dis la finesse on l'emmerde. Ok, très bien. C'est subtil en fait. Ouais, alors oui, alors ça se veut subtil. C'est peut-être pas la même chose. Moi, je trouve que c'est un film qui se veut subtil, qui sait pas trop où il va, qui veut raconter beaucoup de choses, qui mélange beaucoup de choses. Et pourquoi pas? Parce que le cinéma coréen, on le connaît aussi pour ses mélanges de style au sein même d'un même film. Mais là, ça marche pas. Je suis désolé. Là, voilà, n'est pas réel qui veut. Voilà. Oh, donc, que ça soit intimiste, je le comprends. Que ça soit un film très personnel, je le vois aussi. Je veux le croire, mais il me communique pas le truc, tu vois. Peut-être qu'elle a fait son deuil avec ce film. L'histoire ne dit pas si elle a vraiment vécu un deuil. Mais j'ai pas ressenti, j'ai pas réussi à m'impliquer dans ce film. Il y a bien 2-3 touches de comédie, ok. Alors il y a le réalisateur, le fantôme de son idole qui passe en slip, ok, très bien, en caleçon, pardon, et débardeur. Mais ouais, c'est pas suffisant non plus. Ça veut raconter beaucoup de choses, je vois, hein, mais la sauce ne prend pas. Après, je trouve que la mise en scène est quand même pas si mal. Je trouve qu'il y a un vrai jeu sur le cadre assez permanent, que soit les rencontres avec Young Kim, le jeune dont elle va s'éprendre, où ils sont toujours resserrés dans le cadre quand ils se rencontrent à chaque fois. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait penser aux gendarmes se marient, oui, avec le toucher de main qui fait le coup de foudre. Il manquait juste l'effet spécial de l'électricité. On avait vraiment exactement la même scène que De Funès et Claude Janzac. J'y ai pensé aussi. Et je trouvais ça très très drôle. Mais non, il y a ce jeu-là, puis il y a tout le jeu sur le cadre avec du coup Leslie Chung en fait, qui vient toujours là où on l'attend pas et qui a un peu cette espèce de folie environnante et qui tourne autour d'elle en boucle et qui va un petit peu raviver quelque chose en elle, essayer de trouver ce qu'elle veut vraiment. Et je trouve que c'est beau, c'est la manière dont c'est amené justement avec elle qui est souvent au milieu du cadre et furtivement on va voir un mec en caleçon en train de courir ou un accordéon qui va arriver en plein milieu, qui va arriver dans le cadre. Je trouve que
Il y a vraiment tout un jeu sur l'espace, son espace de vie à elle et sur la manière dont elle se situe dans son propre univers qui est assez intéressant. Même si du coup ça a ses limites parce que comme Thierry l'a dit, il y a un moment où ça patine un peu et on aimerait bien que soit ça se conclue plus vite, soit que ça débouche sur peut-être quelque chose de plus fort, quoi. C'est un peu la limite. Mention honorable au DVD de Mulholland Drive qui se trouve dans le film, qui m'a fait beaucoup sourire, franchement j'étais très heureux. Voilà, ça m'a fait du bien. Et la Strada aussi. Oui c'est vrai, il y a Fellini en dessous. C'est un film qui est assez calibré pour Oli, entre le fait que le réalisateur meurt quand même après une espèce de coma éthylique dû au soju. C'est très Hong Sang-soo aussi, quoi. Donc bon, je veux dire, on retrouve toutes les petites cases cochées. Et il y a une actrice qui apprend le français. Voilà, il y a un gag sur les phrases qu'elle apprend en français à prononcer. Voilà. Ouais, mais pour revenir du coup sur le rythme, je suis d'accord avec toi Thierry. Voilà. Ouais. Ils étaient en rythme. C'est ça. Waouh. Essayer de rebondir, c'est pas tout. C'est ça. Mais du coup oui, sur le rythme, je suis d'accord avec Thierry, c'est un peu confus, notamment vers la fin. Moi j'étais là il va y avoir une grosse révélation et ça va avancer. Mais du coup aussi je pense que c'est quelque part voulu, même si c'est pas forcément réussi, parce que l'héroïne elle est aussi dans cette confusion permanente en fait de ah mais je veux avancer mais je sais pas où. Et elle attend quelque chose qui lui dise vraiment ah ça c'est mon destin, c'est ça que je dois faire. Et la morale du film c'est je dois le trouver toute seule et il y aura aucune force supérieure qui va me le montrer. Du coup à la fin j'ai compris ça, mais pendant toute l'épilogue j'ai trouvé que ça s'étirait un peu et je me suis dit ça dure qu'1h30, mais on l'a senti quand même sur la fin. Est-ce que ça va se finir sur l'accordéon ou sur autre chose? Et au final c'était complètement différent. Donc voilà, oui, un petit problème de rythme je pense, mais peut-être voulu. Pour savoir, on a échappé à la fin elle fait un film avec le prof de français et l'actrice, on a échappé à ça. Ils ont eu des références à Romer s'ils avaient fait ça, je pense que j'aurais adoré là du coup, mais... Alors sinon je sais pas vous, j'ai vu le désordre le plus propre que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que alors j'ai pas compris tout de suite qu'elle faisait les ménages chez quelqu'un d'autre une fois qu'elle a perdu son boulot, donc j'avais pas compris ça tout de suite. Parce qu'elle arrive chez quelqu'un et il y a une table nickel de chez nickel avec des pelures d'orange et une canette comme ça pliée histoire de dire que quelqu'un a mis le désordre, mais tu sais c'était le désordre le plus sage que j'ai jamais vu. Je me suis dit oula, ça c'est des punks qui vivent ici. Hein. Une société carré. Hein. Là en tant que fille d'une famille asiatique, je peux totalement comprendre. Moi j'étais outrée. J'étais comment ça, il y a une bouteille en verre renversée par terre, il n'y en a qu'une, mais ça m'a outrée, voilà, donc oui je peux comprendre ça. C'est ça, le désordre propre. T'imagines les crises de cauchemar de Léa quand elle passe à 22h à la rue de la Soif de la ville de... Bon, on passe à un nouveau portrait. Bande annonce. Mais là, il n'y a pas de bruitage. Là. Ah mince. Non, là, par contre, là, c'est drame. Là, c'est sérieux. Là. Ouais. On va mourir, c'est... Là, on va mourir. 현재 가해자가 확인됐습니다. 네? 처벌 의사 있으십니까? 정훈아, 무슨 소리야? 너 경찰서로 왜 가는데? 정훈아, 뭐냐니까? 어쨌든 벌써 10년 전 사건이고 지금이라도 잡혀서 다행이죠. 괜찮으시죠? 나 오빠한테 그런 얘기 하고 싶지 않아. Tour de magie, on a remplacé Thierry par Marwan. Salut, je suis Thierry. Voilà, on y croit tous. Mais... on a gagné au change. Ouais, Ellie est toujours avec nous. Salut. Et toujours Léa, bien sûr, de Fucking Cinéphile. Encore un portrait, encore un film fort. Way Back Home. Alors attention, c'est celui de 2019, c'est pas celui de 2013. Si vous cherchez, ça s'écrit pas pareil en coréen, mais c'est traduit pareil. Celui de 2013, c'est une histoire de trafic de drogue en Martinique. Pas loin. Enfin, c'est une femme accusée de trafic de drogue et qui se retrouve coincée en Martinique, de ce que j'ai compris de la bande-annonce. Bon, bref. Mais là, ça n'a rien à voir. Absolument pas. On suit Jong-won, qui est avec son mari. Ils vont déménager. Ils sont heureux en couple. Ils sont mariés. Alors, ils essayent d'avoir un enfant. Ils n'y arrivent pas. Elle fait des fausses couches. Mais enfin, bon... ce sont des choses qui arrivent. Elle-même, elle travaille comme maître nageur. Lui, il est menuisier. Voilà. Et... un jour, Jong-won reçoit un coup de fil du commissariat de sa ville natale. Ils ont retrouvé la personne qui l'a agressé sexuellement, enfin qui l'a carrément violé, on peut le dire. Il y a pas de voilà. Il y a 10 ans.
elle n'avait rien dit à son mari et du coup cette affaire arrive. Il faudrait qu'elle aille porter plainte pour que le mec soit condamné, mais il faut faire la démarche. Et donc comment est-ce que le couple va vivre cette nouvelle ? Est-ce qu'elle va le dire à son mari ? Est-ce qu'il va la prendre ? Comment est-ce qu'il va prendre la nouvelle ? Comment est-ce qu'elle va gérer ça ? Est-ce qu'elle va aller porter plainte ou pas ? Ou est-ce qu'elle va remettre ça sous le tapis ? C'est l'enjeu du film de 2 heures, presque 2 heures, un peu moins. Un film où on a beaucoup moins ri que dans le film précédent, mais là on n'a pas, beaucoup moins. Je commence, ok ? Je sais pas, je t'entends parler. En fait, il faut pas parler sinon je tends le micro. Ok. Et écoutez, moi j'ai trouvé ces 2 heures assez longues, malgré le sujet, je pense, important et le traitement, surtout sur la fin qui m'a plu. J'ai bien aimé ce voyage qu'elle fait intérieur à travers son traumatisme, à travers les relations avec les autres, qui était vraiment intéressant. Mais je trouve que le film avait vraiment une demi-heure de trop. Voilà. Il s'agit d'un moment couper des choses, même si j'ai beaucoup apprécié tout le travail autour de l'eau. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, tout ce qui se passait dans la piscine, voilà, c'est ce qui m'a le plus captivé dans le film. Voilà, après c'est un film, je pense que il ne m'a pas vraiment marqué, mais c'était quand même intéressant à voir. Ellie ? Moi j'ai trouvé ça assez intéressant franchement, alors un peu long certes, sur les 2 heures, moi je retirerais peut-être pas une demi-heure mais un bon quart d'heure. Je pense que le film aurait mérité d'être un peu plus tassé car il crée une espèce de lenteur presque gratuite on va dire, mais en même temps je trouve que le film joue beaucoup sur la pudeur de sa mise en scène, joue vraiment créer une sorte de distance avec ce qu'on voit, c'est jamais trop proche et même s'il y a un côté un peu mélo avec quelquefois les violons qui viennent par-dessus, ça reste quand même très mesuré, c'est jamais excessif je trouve là-dedans et du coup ça permet de nous impliquer quand même dans cette histoire de manière assez cru, je sais pas comment le dire, mais je trouvais que la mini-distance qu'il y avait entre nous et Ji-yeon Won m'a créé presque un malaise face à son incapacité à s'en sortir en fait, au final. Et tout ce chemin qu'elle va parcourir, il y a quelque chose de très poétique qui s'en dégage. Notamment justement, comme disait Léa, avec le travail de l'eau, en fait, qui confère presque une aura fantastique avec certaines séquences qui détonnent un petit peu. Et donc tout ce rapport à l'innocence perdue qu'elle va essayer de retrouver en fait, qu'on va voir à travers des symboles, un bracelet, sa sœur, etc. Et tout ça cumule, malgré donc voilà quelques moments où ça patine un peu, jusqu'à un final qui pour le coup touche juste et arrive vraiment à faire sortir l'émotion nécessaire au moment opportun en fait. Et du coup je trouve que c'est une petite réussite, ça aurait pu être bien meilleur mais c'est très intéressant. Marwan, tu ne partages pas cet avis? Oui, pas du tout, je me suis poliment ennuyé devant ce film dans la mesure où le sujet était très intéressant et le rapport aussi au dialogue pouvait vraiment amener à quelque chose d'important. Mais le problème, c'est que le film traite ce sujet-là de la même manière qu'un drama ou qu'une série peut traiter ce sujet-là. On sent qu'on étire et qu'on essaie juste de surprendre, de se dire ah bah tiens, qu'est-ce qu'elle peut raconter, pourquoi elle ne veut pas le raconter. Et en fait, je trouve que c'est difficile dans ce film de vraiment s'impliquer dans ces personnages-là. J'ai vraiment eu du mal, j'ai vraiment eu l'impression que tout était tout était factice. Et les 2 heures m'ont vraiment ennuyé. Et puis il y avait un truc qui m'avait amusé, mais avec des grosses guillemets, c'était ce côté où la fin, on croyait genre 20 minutes avant on croyait que c'était la fin et après en fait non c'était pas la fin, c'est ça, c'est que on ne sait pas trop où on veut nous emmener, donc on est totalement paumé et on sait pas quand le film peut vraiment se terminer, si c'est une fin ouverte, une fin fermée, c'est très compliqué et je trouve que le sujet même si les acteurs sont, je le trouve assez bons, je trouve qu'ils ne sont pas soutenus par des choix de mise en scène, je trouve qu'il y en a très peu et ça ne soutient rien et c'est dommage. Donc je dis pas que c'est un mauvais film, mais je dis juste que c'est un film qui m'a laissé indifférent. Quelle insensibilité. Moi au contraire c'est un film qui m'a complètement touché, je suis absolument pas d'accord, c'est pour ça que j'entends ça. Je te voyais marmonner là. Ouais, non, parce que je trouve que c'est un film, alors, il peut sembler un peu lent, un peu détaché, il peut sembler cacher des trucs, mais en fait non, c'est de la pudeur et non, en fait c'est tout en
pudeur et je trouve que justement c'est un sujet, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas vraiment de suspense parce que finalement la nouvelle arrive assez vite, le coup de téléphone arrive relativement vite et on se doute qu'un traumatisme comme ça, même 10 ans après, il est toujours présent et c'est le sujet du film, c'est comment on gère ce traumatisme-là, comment est-ce qu'on gère ce poids et comment l'entourage gère ce poids. On a aussi deux personnages importants qui sont le mari et la petite sœur. Le mari, lui, il apprend ça et sa femme veut pas se confier et c'est normal parce qu'avec un traumatisme comme ça, c'est normal de ne pas vouloir sortir le truc et il se sent complètement désemparé. Il y a sa petite sœur aussi qui culpabilise aussi pour un truc pour lequel il est absolument pour rien et la victime aussi qui elle-même culpabilise pour un truc auquel il est pour rien et je trouve que c'est très mesuré, c'est très bien pensé, c'est très bien montré justement, ça montre pas trop parce que justement on ne montre rien et on est frustré. Moi j'ai été frustré par moments parce qu'on dirait faites-vous des câlins et tout, mais c'est pas comme ça que ça marche et effectivement c'est touchy, c'est délicat et on ne sait pas trop comment s'y prendre parce que c'est difficile de s'y prendre avec ça et à la fin du film quand elle se confie, moi j'ai pleuré, voilà, j'ai eu ma larme, voilà. Donc moi j'ai été touché par ce film sincèrement, donc je trouve que c'était un très très beau film d'une réalisatrice, Park Sung-jo, voilà. Ouais, puis j'ai beaucoup aimé par contre le personnage du mari, comme tu le dis, je l'ai trouvé moderne en fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu dans un film un mari qui réagit comme ça. Et d'ailleurs l'acteur qu'on a vu dans Lucky Strike, je sais pas si vous l'avez reconnu, j'ai trouvé très bon et c'était vraiment, il m'a presque plus marqué que l'héroïne, mais il était vraiment très bon et très tout en sensibilité, très beau. Au début on a l'impression que ça va être un gros bof, il fait des blagues un peu lourdes et tout, il fait peur et tout, tu fais merde, sur quoi on est tombé, et en fait non, la sensibilité se révèle dans l'épreuve. Quand je te disais t'avais des révélations, c'était pourquoi t'avais plein de petites choses en fait qui t'étaient alimentées pour essayer de ne pas ennuyer le spectateur, qui pour moi était vraiment factice. C'était par exemple mais pourquoi elle en veut tant à sa sœur, pourquoi moi c'était toujours cette question de pourquoi la relation est comme ça, et on sait qu'un jour on va le savoir, mais tout est toujours un peu étiré pour nous faire patienter. Mais moi je trouve pas que qui que ce soit en veuille à qui que ce soit, c'est perçu comme ça. Mais en fait c'est ça, c'est qu'on a l'impression, la petite sœur croit que sa grande sœur lui en veut, mais en fait non, c'est parce qu'il y a les non-dits, il y a ce poids qui est omniprésent et c'est plus de la tension, c'est plus de l'ambiance qui est montrée plutôt que de la révélation, parce qu'il n'y a pas d'explication dans ce genre de situation, il n'y a rien à expliquer. D'ailleurs le traumatisme en lui-même, la source du traumatisme, bon on en parle mais c'est hors champ. Le procès, on voit juste la victime Jong-won et son mari sur le banc dans le tribunal en train de regarder, d'écouter la sentence, mais c'est pas la question du film, c'est juste un marqueur temporel, mais ce qui est important c'est les relations et comment on vit avec ça. Et c'est plus cette ambiance-là que je retiens. Après je comprends que oui, effectivement, il faut y accrocher. Je suis d'accord avec toi Thomas, c'est vraiment un film, c'est vraiment davantage un film sur la culpabilité que sur le reproche en fait. Et c'est ça que je trouvais ça assez beau, c'est vrai que tous les personnages s'en veulent à eux-mêmes. Le mari parce qu'il est incapable de savoir comment réagir face à ça. La femme, parce qu'elle a peur d'être coupable d'elle-même, d'avoir été coupable, d'avoir provoqué son propre sort. Et la sœur, car du coup, elle avoue avoir potentiellement trafiqué son état de santé. Et c'est ça que je suis d'accord, je trouve que c'est vraiment ce qui donne la beauté au final de tous ces petits nœuds qui se défont au fur et à mesure de l'intrigue. Je maintiens, je suis quand même comme d'accord avec Marwan sur le fait qu'ils étirent un peu trop la corde pour que le film... je sais pas, j'ai l'impression que le film devait faire 2 heures en fait, c'est ça qu'on dirait. C'est presque dommage. Mais je trouve que en fait les résultats, même s'ils sont globalement attendus, sont très beaux en fait et très forts parce que ils sont amenés assez simplement en fait, sans vraiment faire des caisses. Et je trouve que à ce niveau-là, le film vraiment il m'a pas, j'ai pas été ému aux larmes, mais vraiment tout le dernier acte, je trouvais ça vraiment d'une poésie très très belle. J'étais un peu pris tout le jeu avec l'arbre. Je trouve que c'est d'une grande beauté, franchement. C'est une très très bonne idée pour le coup et ça fonctionne idéalement pour nous avoir quoi. Donc voilà, c'est intriguant, c'est un premier film. Premier long il me semble. Premier long, ouais. Franchement je trouve ça assez prometteur en fait, ça à voir comment ça va pouvoir se développer, mais pour cette réalisatrice là, mais je trouve qu'il y a une bonne idée, en tout cas il y a un traitement du sujet qui fait plutôt de l'effet. Juste maintenant réussir à peut-être plus se mesurer dans l'extension des scènes. Ok, encourageant, passe en classe supérieure, très bien. C'était Way Back Home de 2019 de Park Sung-jo.
On ne sait pas si ça passera un jour chez nous, par contre. Sur Outbuster peut-être, tu sais, ou sur les trucs en ligne, ou e-cinéma, ou je sais pas, on ne sait jamais, tu vois. Il n'y a pas... sera que là en fait. The House of Us qui était passé au festival était sur Outbuster, je crois, à un moment. Donc, Ouais, après, peut-être qu'ils vont arriver d'ici un petit moment en ligne ou ailleurs, on sait jamais. on ne sait jamais, on ne sait jamais. 전 결혼하고 아이 낳더라도 잘해 나갈 수 있어요, 팀장님처럼요. 하고 싶은 게 많았습니다. 나는 미국. 언니는? 너 닮은 애면 진짜 이쁘겠다. 됐어, 우울해. 제가 잘 도와드리겠습니다. 하지만 지금 전 잘 해내고 있는 걸까요? 네가 가끔 다른 사람이 돼. On termine cette première journée, deuxième, je sais pas, ou peut-être dernière. Arrête, dis première. La première de 7 journées. La première de 7 journées. Oui, fait 7 journées, ça fait une seule journée. 7 SEPT. Le festival durera 7 jours. Ok, si tu veux, dispatcher dans le temps. J'ai pas dit quand ça finissait. On n'a pas dit lesquels. Bon. Encore un premier film d'une réalisatrice, cette fois-ci plus gros budget, plus grand public, plus ambitieux peut-être dans la réal. Peut-être, j'ai dit peut-être. Kim Ji-young, born 1982, je le dis à la française, parce que voilà. Adapté du roman éponyme de Cho Nam-jo, best-seller en Corée du Sud, récit d'émancipation d'une femme au foyer. Ici, c'est une adaptation de la réalisatrice Kim Do-young, premier long métrage également. L'histoire de Kim Ji-young, épouse aimante et mère attentionnée, qui, par respect des traditions et qui, pour le bien-être de sa famille, va quitter son job pour s'occuper de sa fille, puisqu'elle vient d'accoucher, et pour permettre à son mari de poursuivre sa carrière. Non, alors je voudrais juste trouver ça très rigolo que tu utilises le terme job pour parler de femmes et carrière pour parler d'hommes. Parce que je suis dans le thème du film. Je vois ça. Du coup, je suis dans le thème du film, je réponds. Thierry est de retour. Ouais, je suis pas content. Mais oui, parce qu'il a raté un film, du coup. Aussi. Et Léonore est de retour aussi. J'étais pas là pour la première. C'est ça, mais donc elle est de retour tout court, puisqu'elle n'était pas là aux 2 premiers films. Bonsoir. Comment ça va? Mais très bien. Voilà. Marwan est toujours là. Toujours là, ouais. Pour vous jouer de mauvais tours. Voilà. Et Léa est toujours là. Yes, on adore. Alors, c'est un film dense qui fait ses 2 heures. Vous sortez comment après 2 heures de film, de cette adaptation? Oui, comment je sors de la séance? Très bien, j'ai trouvé le film très touchant. Il parle de thématiques qui me touchent particulièrement et qui doivent, à mon avis, toucher beaucoup de femmes et jeunes femmes de grosso modo mon âge. Je vais commencer par les petits défauts que j'ai pas aimés dans ce film. Disons que la mise en scène est un petit peu basique. J'ai pas adhéré à l'image qui est très blanche, trop éclairée, limite brûlée parfois. C'est pas forcément mon style d'image. On aime, on n'aime pas. C'est très glossy, c'est très lisse. Et pas forcément à la musique derrière qui est toujours la petite musique au piano et il y a de la guitare mais tout à fait qui sont un peu simplistes parfois, qui tirent vers l'émotion. C'est pas trop mon style, mais à côté de ça les thématiques sont tellement bien amenées, c'est tellement bien écrit. Le personnage de cette jeune femme est tellement complexe et nuancé. Il y a tout un travail de flashback qui est vraiment bien amené et il y a une capacité d'empathie avec cette femme qui est vraiment très forte. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait j'ai acheté le livre dans lequel ce film est l'adaptation il y a même pas 2 mois. Et je trouve ça fou du coup qu'il y ait un film qui sorte comme ça dessus. Je l'ai pas encore lu par contre, donc je pourrais pas faire de commentaires sur l'adaptation, mais je trouve ça super, c'est dingue. C'est Thierry plus soi. Si t'aimes pas la vie d'Éléonore, t'as une petite solution potentiellement. Tu peux caler maintenant les passages où elle dit que Petit Pays est une très mauvaise adaptation sans mettre les noms du film, tu vois. Excellente idée. Côté pratique, magie du montage, etc. Vous n'oubliez pas que le wow, le et, on ne l'entend pas, tout va bien. Cela dit, à un moment, on va parler de génocide au milieu du film, on va pas comprendre. Il faudra être subtil dans tes choix de passage, hein. Après tu te démerdes. On s'égare. Alors, tout à l'heure je disais que j'étais énervé, mais alors évidemment je ne suis pas énervé du film. Au contraire, le film je l'ai trouvé plutôt bon. Il y a quelques bémols sur lesquels on reviendra peut-être tout de suite, peut-être après si je parle trop. Moi ce genre de film ça
même si là il est quand même montré d'une manière relativement douce, je trouve, par rapport à ce que ça pourrait dénoncer, ça m'énerve, ça me hisse les poils, j'ai envie de frapper tout le monde dans ce genre de film. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est quand tu oses me dire, enfin toi tu n'y es pour rien, hein, évidemment mon cher Thomas, que ce bouquin est un best-seller. Mais c'est ça le gros problème de cette putain de société coréenne, c'est-à-dire que la société coréenne a un énorme, et on en parle tous les ans de ça, à chaque fois qu'on est une sociale, un énorme problème avec les femmes, un énorme problème avec la place de la femme dans la société, et pourtant toutes les fictions qui dénoncent ce genre de choses sont les fictions qui marchent le mieux là-bas. Donc c'est en fait ce qui m'hallucine à chaque fois, c'est de me dire que la Corée est toujours un pays qui accepte la critique à fond la caisse, mais qui ne change strictement rien à ses mœurs, et du coup on se traite toujours des films qui dénoncent ça, et ça me révolte à un point fou, et ça me rend tellement triste pour cette société qui est complètement malade. Au-delà de ça, un film se vend bien, c'est pas pour autant que tout le monde l'a lu et que ça change les choses. Hein. C'est des immenses succès à chaque fois quand tu vois les trucs. Non, vraiment, c'est des films qui sont encensés et c'est très agaçant. Ce film est un gros succès là-bas aussi. Et c'est triste pour cette raison-là. Peut-être qu'en fait c'est considéré comme un film de science-fiction. Hein. Peut-être, c'est ça, c'est un peu le Rain Man style, quoi. Je veux dire, mais du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, mais ça fait très longtemps, depuis que je m'intéresse au cinéma coréen, je sais pas, j'ai quand même pas mal bouffé ces 20 dernières années de leur cinéma, et ça fait 20 ans qu'ils dénoncent ça, si tu veux, mais que la société ne bouge strictement pas là-dessus. Et c'est waouh, ou alors par tout petit pas, quoi. C'est triste. Du coup, ça m'énerve un petit peu. Cela dit, donc du coup, le film, je le trouve assez bon, assez juste dans ce qu'il dénonce, dans ce qu'il montre aussi, parce qu'il ne fait pas que dénoncer, il montre aussi la manière dont une société vit, dans la manière dont les personnes qui sont potentiellement à charge là-dedans sont aussi englobées dans un système et qu'elles ont aussi leurs failles, en fait. Ce qui fait que c'est intéressant, parce que même si ça te montre les comportements néfastes, ça ne les accuse pas pour autant, et ça leur dit on fait tous partie de ce même truc et il est temps d'avancer tous ensemble. Ça, j'apprécie. On reviendra peut-être sur les bémols du coup après, puisque comme je l'ai dit en avance, j'ai trop parlé. Je crois que Marwan aussi a beaucoup aimé. Oui, je l'ai beaucoup aimé contrairement au film précédent, et juste parce que le film a ce côté peut-être aussi populaire, dans le sens où il reprend des codes, il est beaucoup plus resserré dans son montage, c'est totalement ça, tu enchaînes vraiment, il n'y a pas cette idée de longueur pour vouloir un côté autorisant, tu vois, qui ne fonctionnait pas, je trouve, dans le dernier film. Et là il y a un côté vraiment intéressant, c'est que de un, les acteurs sont très très bons, je les adore de base, et il performe encore une fois dans ce film, et aussi il y a ce côté où ouais, t'as un jeu de dénonciation avec que ce soit comique parce que ça riait bien dans la salle, ou que ce soit pour dénoncer, tu vois, ou que ce soit aussi, il y a des moments aussi importants où on laisse le spectateur vraiment dans l'impossibilité de réagir dans des situations terribles où elle est totalement abandonnée de tous, où t'as ce côté où chaque personnage est aliéné par cette sorte de matrix coréenne dans la culture, ce côté où les gens ne se rendent pas compte, même le mari ne se rend pas compte des fois qu'il déconne, qu'il est totalement ancré dans quelque chose qui le dépasse, et il n'arrive pas, peut-être à la fin il se dépasse, mais il n'arrive pas à dépasser l'idée que lui, sa femme, a autant de... Enfin, ils doivent se partager la tâche, et ce côté-là, il y a le côté où la personne la plus importante n'est pas l'homme, c'est quelque chose, c'est une inégalité qui doit exister, et dans ce film-là le montre bien. Il a ce côté populaire, ce côté, je le trouve, accrocheur, même par rapport à l'image que j'apprécie bien, et à une réalisation qui était un peu catchy, mais qui fonctionnait bien. Les défauts que je peux trouver dans ce film, c'est pour moi les moments un peu superficiels pour créer de l'empathie. C'est par exemple, t'as une scène qui se répète, en gros t'as un payoff où t'as trois personnes qui arrivent en mode oh là là, c'est une femme, t'as des phrases qui sont provoquées, mais c'est tellement, enfin, oui, c'est des gros pianos, c'est même pas des gros pianos, c'est des trucs, c'est juste pour, en gros c'est image, sujet, tu vois, il y a même pas de... C'est absolument toujours comme ça dans le cinéma coréen. C'est assez insupportable, mais on s'habitue à force, je t'assure. D'accord. Mais oui, donc à ce côté-là que j'aime pas trop, enfin que je trouve ça un peu lourdeau, et aussi cette fin où on savait pas trop comment finir, t'as ce côté où tout s'enchaînait, parce que ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est que c'est à la base une tranche de vie, où en gros on se rend compte qu'il y a un truc qui déconne, et dans ce moment-là, il y a cette idée de réagir, et avec toutes les mini-histoires, toutes les mini-intrigues qui entourent le personnage principal, celle-ci elle doit réussir à s'en détacher et puis à évoluer. Et voilà, c'est ça que j'ai apprécié contrairement à l'autre film. Moi je dirais plutôt bloc de vie que tranche, mais après... Léa. Ok, alors moi j'ai un peu moins aimé que mes camarades. Enfin quelqu'un qui a mis ses lunettes ce soir. Alors j'ai beaucoup aimé le message du film, évidemment, qui résonne avec moi comme pour Éléonore, je pense. Après j'ai trouvé ça un peu dogmatique par moments, et t'as raison, les moments enfin Marwan a raison sur les moments de vraiment où les gens se moquent d'elle, là j'ai trouvé ça hyper téléphoné, un peu artificiel.
Et j'ai trouvé que les vrais moments bons du film, c'était les moments justement où elle était un peu dans cette perte de mémoire là, où il se passait quelque chose, où elle incarnait les femmes de sa famille. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment fort et beau et personnel. Et j'aurais aimé que le film se concentre plus là-dessus. Je pense que plutôt sur l'aspect un peu plus dogmatique de le sexisme en Corée, voilà. Et aussi, j'ai trouvé les moments de flashback un peu poussifs, avec cette lumière jaune qui change, et on sait qu'on est dans un flashback, donc ça c'était bien pour la clarté du récit, mais j'ai trouvé qu'on aurait pu s'en passer. Voilà, j'aurais aimé que le récit se focalise plus sur elle maintenant, sur ses envies et en fait ces moments où un peu de folie quelque part, hein, de dépression, où il se passe quelque chose, et qu'on avance plus sur cet aspect-là du film où finalement je trouve qu'on n'a pas assez creusé. Par contre, oui, la fin, happy ending et tout, moi j'étais super contente pour elle, pour sa famille et tout, j'avais les étoiles dans les yeux. Je me dis waouh, ça c'est le futur de la société, pas qu'en Corée, aussi en France, hein, parce qu'on a aussi ces problèmes de congé paternité en France. Et pour ça, je suis quand même contente de l'avoir vu et contente d'avoir eu cette proposition de cinéma ce soir. Au final, il le prend pas, son congé paternité en fait. Mais si, à la fin, il le prend. Il le prend vraiment ? Eh ben, je ne sais pas s'il le prend vraiment, mais en tout cas, il s'occupe de sa fille et elle peut retravailler et vraiment vivre une carrière. Donc, à la fin, elle dit qu'elle bosse pas et elle reste à la maison. Oh, mais t'as rien. Elle écrit son bouquin de temps en temps quand elle a le temps, mais elle reste à la maison. Non, c'est lui qui a pris son congé paternité. C'est pour ça qu'on le voit au parc, en jogging, en train de s'occuper de sa fille, pour qu'elle puisse avoir le temps. Peut-être qu'elle a pris du coup un mi-temps dans la société, machin truc, et qu'elle garde l'autre temps. Elle dit clairement qu'elle va pas y bosser. Oui, non, mais ça c'était avant. Non, alors elle dit... À la fin, elle écrit son bouquin. Elle dit pas qu'elle veut pas y bosser, hein, pas du tout. Elle dit qu'elle peut pas. C'est pas la même chose. Elle peut pas parce qu'elle doit s'occuper de sa gamine, elle peut pas parce qu'elle est malade, etc. Sauf que c'est un peu plus tard, on voit que la fille a un peu grandi. Donc ça veut dire qu'elle a pu passer outre tout ça et se remettre à bosser. On la voit surtout écrire, donc elle s'est mise à l'écriture. C'est parce que c'est le plus important pour elle, parce que du coup, à la base, c'est un roman pour expliquer que l'autrice a sûrement vécu un peu la même chose et que machin. Donc, Avec tous les plans explicatifs, je pense que la réal nous aurait mis un plan où elle est dans un bureau. Non, oui, enfin, en soi, c'est pas très important. Peut-être qu'elle a pas repris le travail en tant que tel dans un bureau. On peut l'imaginer. C'est son premier choix, comme on pouvait voir, c'est ce qu'elle voulait faire à la base, c'est qu'elle voulait vivre de son écriture. Et là, on part plus dans cette réelle envie, parce que ce qu'elle allait faire, c'était un peu son plan B qu'elle avait accepté en réalité. Comme le plan A qu'elle ne voulait pas, c'était l'idée d'être une femme au foyer et tout. Et il y a un truc aussi qui est très intéressant, et je vais rebondir par rapport à Thierry, rapidement. Très très intéressant. Tu disais qu'en gros ils évoluent pas, et je trouve que non mais dans les films c'est qu'ils font des films, mais la société n'évolue pas. Voilà. Mais c'est intéressant parce que en réalité quand tu repenses au film, le film montre à travers des flashbacks que même à cette époque-là, t'as les femmes t'as la mère qui est vraiment une femme forte, qui essaie vraiment aussi de montrer à leur fille. T'as même ce côté où de génération en génération, c'est une dénonciation de tout ça en fait, que ça ne bouge pas. C'est que même la mère elle est comme ça, même tu vois, t'as ce côté où malgré le fait qu'elle soit comme ça, enfin qu'elle soit genre une femme forte, une femme indépendante, elle essaie d'être indépendante même si elle n'y arrive pas, t'as ce côté où la transmission des fois ne fonctionne quand même pas, et que c'est difficile parce que la société en tant que telle ne fait rien pour agir en fait. Oui, alors bon, très bien, donc tu viens de me résumer un bon paquet de films coréens qu'on a déjà vus à ce festival, mais par contre ce film-là en particulier, c'est un catalogue quoi, c'est un catalogue sur piano, par contre, ça n'en finit pas. Alors il y en a beaucoup, alors ça c'est vrai qu'on en a plein, mais du coup ça survole tout à chaque fois, ça va très vite. Il y a cette idée effectivement intéressante, où à moi elle a un dédoublement de personnalité, et en fait pendant tout le film on croit que c'est une erreur de traduction, et à la fin, vite fait, on nous dit en fait non, et on va pas creuser plus loin. Je trouvais ça. Alors, en plus, bon, je parle pas de la forme, effectivement, c'est suréclairé. Vous savez à quel point j'adore les caméras qui bougent pour un plan fixe. Vous savez à quel point mon amour, c'est ça pendant 2 heures. Je me suis régalé. Plus la musique qui était insupportable. Non, c'était lourd dingue. Alors, à côté du film de tout à l'heure qui était super subtil sur du traumatisme, sur quelque chose qui était très léger, mais c'est ça. Mais à côté de ce truc pâteau, balourd, c'est balourd. Je suis désolé. J'en pouvais plus. Ça a été très très long ces 2 heures. Voilà. On passe d'un truc subtil à un truc, mais justement, en plus qui se prend au sérieux. Et le sujet est sérieux, le film se prend au sérieux. Alors il y a quelques notes d'humour qui sont bienvenues dans le film, d'accord, mais
mais ça se prend très très au sérieux et justement très dogmatique. Là aussi, on revient là-dessus et on te remet une louche de piano dès qu'on veut avancer un peu et te dire les choses avec les larmes. Quand elle va, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand elle va engueuler les mecs qui parlent d'elle dans son dos, c'est filmé comme si elle faisait un discours à l'ONU. J'en pouvais plus quoi. Et il manquait, voilà, c'est ça. En fait, on a eu un panorama aujourd'hui, on a eu 3 films. Alors, celui du milieu qui était, effectivement très lourd, mais ça parlait d'un sujet très lourd. On avait le premier qui était un peu plus léger. Là, on a celui qui est entre les deux, mais qui se prenait au sérieux. Et je trouve que c'est passé à la moulinette de l'adaptation. C'est formaté pour bien passer, mais ça n'a pas accroché du tout. Je sais pas si c'est formaté, mais je comprends ce que tu veux dire, en tout cas dans la forme que ça prend. Ouais, quand je dis, ce que je disais à Marwan, moi c'est vrai que ça me fait penser à tous les dramas en fait coréens en général. Et du coup ça prend une forme qui coche leurs cases selon le cinéma que eux sont habitués à voir. Donc du coup ça correspond à leurs codes, comme nous on a des codes qui doivent à chaque fois qu'ils voient un de nos films leur sembler évidents. Donc je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça qui joue dans la façon dont on le perçoit, mais c'est pas forcément positif quand je dis ça. Moi ce qui m'a les bémols que j'ai, qui en fait est un bémol en demi-teinte, parce qu'à la fois je trouvais que ça pouvait perturber un peu le récit, que j'aurais peut-être aimé plus cinglant. Ils peuvent pas le faire comme tel, et puis pour eux ça c'est déjà assez cinglant, mais que j'aurais bien aimé voir plus développé. Dont parlait Léa et dont tu parlais, c'est justement tout ce rapport justement à il y a une maladie dont on discute, qu'on nous met un petit peu sur le plan, dont on sait pas vraiment ce que c'est, et justement je rebondis justement, elle arrive comme un coup de théâtre de drama quoi. C'est ça, en fait non, c'est amené, mais c'est vrai qu'elle est ramenée comme ça, et en fait moi je me disais, sur le moment quand c'est arrivé, j'étais pas content, parce que je me disais putain, est-ce qu'on est vraiment obligé de rajouter ça? On parle déjà d'un sujet qui est suffisamment grave et qui est suffisamment important, et en rajoutant ça en fait, est-ce qu'on n'en ferait pas quelque chose comme un personnage en plus qu'il faut protéger, qu'il faut sauver, qu'il faut ci, qu'il faut ça, pour accentuer son état? Et finalement je trouve qu'à partir du moment où c'est dévoilé, c'est plutôt bien amené, et ce passage-là m'a pas déplu. Même si, évidemment, j'aurais bien aimé que ce soit amené plus tôt pour que ce soit beaucoup plus développé et beaucoup plus au centre du récit pour jouer sur la dualité. Donc voilà, quand c'est arrivé, ça m'a vraiment perturbé. J'étais vraiment là, non, vous n'êtes pas obligé de rajouter ça, on peut parler de sa condition tout court. Et finalement, je dis, quand même, il le développe, c'est pas si idiot que ça, et c'est une remise aussi en question, et une remise en forme psychique, en fait, qui doit passer partout, et qui va être sur de la reconstruction. Donc ça m'a pas dérangé tant que ça, au final. Ouais, je vais juste revenir, en fait, c'est pas en plus, dans le sens où, en fait, ce film aborde un sujet qui a été traité déjà dès 1961 par Betty Friedan, dans The Feminine Mystique, qu'on appelait le mal qui n'a pas de nom. On le voit par exemple dans Mad Men sur Betty, c'est des femmes qui n'avaient plus d'ambition, qui étaient toutes seules, et qui, à cause de cette situation où tu es occupée toute la journée avec tes mains, mais à faire des choses qui n'ont aucun sens, en tout cas sur le long terme, tu deviens folle. Et donc en fait c'est juste ça. Et c'est pour ça que c'est pas. Enfin, du coup je suis d'accord avec toi, c'est plutôt bien amené. Mais c'est pas un choc, dès les premières scènes on le voit. Ah si, moi je l'ai aussi. Du coup je trouvais que c'était pas très bien amené, mais bien développé. C'est pour ça que je faisais. Dès le début, dès qu'ils vont dans la première, dès qu'ils vont chez la première grand-mère, tu le vois. Ouais, la musique de gueuler en fait, je tire un peu les choses. Non, parce que tu comprends quand elle s'adresse qu'elle s'adresse pas à la même personne et qu'elle est pas la bonne personne quoi quand elle parle. Donc c'est le fameux passage où je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de traduction quoi? Pas du tout, non. Bah non. Et je l'ai aussi compris comme ça, tout de suite quand elle s'adresse aux autres en se désignant à la troisième personne, ça j'ai tout de suite compris qu'elle était en train de péter un câble, très clairement. Et ouais, ça je pense comme Éléonore, je l'ai compris assez vite. Du coup j'aurais aimé qu'on le voit plus, parce que j'ai trouvé ce pétage de câble du début justement bien amené, parce que genre je me suis reconnue aussi la belle-mère comme ça, je connais, donc... Pendant la séance vous auriez vu, c'était bizarre. C'est ça, du coup je me suis dit ça c'est vachement... j'avais envie d'être avec elle, et là j'ai pu me mettre dans le personnage. Peut-être du coup moins aussi pendant les séquences où elle était en mode discours à l'ONU. Du coup voilà, j'aurais aimé plus de ça et moins discours à l'ONU. Bon, au moins c'est un film qui fait parler. Oui. Et c'est déjà voilà. Alors je rappelle le nom, Kim Ji-hoon, born 1982, de Kim Do-young, adapté du roman éponyme. Voilà. Alors si vous n'arrivez pas à trouver le film, ce qui est fort probable, piratez-le, vous n'avez pas le choix. Ouais, ou le bouquin aussi. Ou alors faites un truc, oui déjà, achetez le bouquin, et faites un truc sinon très intéressant, c'est-à-dire faites dézonner votre lecteur DVD. Ne faites pas comme moi, n'achetez pas les DVD directement en Corée pour vous rendre compte que vous pouvez pas les lire. Il est fort, il est très très fort. J'adore. J'ai acheté les films des éditions précédentes qui m'ont plu et je peux pas les regarder, donc ils sont jolis dans ma collection, mais... Pendant que tu es en train de régler ton lecteur DVD, je vais vous dire au revoir et on va aller voir l'allocution. On va voir au moins le résumé. On va regarder les tweets à la fin. Donc on va voir un peu le résultat, ce que va faire on va voir comment va réagir le festival par rapport aux annonces de ce soir.
Mais quelle que soit leur réaction, nous serons là demain pour les séances. Voilà, je crois que celles de demain sont au moins maintenues, donc on revient demain. On ira tous les jours, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Ils sont où les films? Au pire, on commentera le festival depuis chez nous, depuis la fenêtre. Léa, tu nous quittes, mais c'était un plaisir. Eh ben oui, de même, un grand plaisir. Très beau film aujourd'hui, tous réalisés par des femmes, ce qui est très cool. Et j'ai adoré enregistrer avec vous. Merci à toute l'équipe. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt. 누구? 원청 박정은 대리입니다. 제 책상 어딥니까? 술 마셨어요? C'est notre deuxième et dernière journée, hélas. Ça y est, la nouvelle est tombée, il y a confinement. Je suis toujours dans le déni vu qu'il reste un film, mais oui, d'accord. Voilà, donc on fera 2 films aujourd'hui et on conclura, hélas. L'équipe est dépitée, donc Thierry est avec moi, Marwan aussi. C'était mon premier festival en plus, mon premier FFCP. Voilà, tu auras la version réduite. Voilà. Et Léonore aussi est là. Bah oui, ouais. On y croit toujours. Peut-être que demain on revient, on sait pas. Voilà, peut-être qu'il y aura la suite le 2 décembre, qui sait. C'est trop bien, le mois prochain, il y a le PIF. Bon, on est toujours dans le déni. Bon, bref. Un film... est-ce qu'il y a toujours du déni dans le prochain film? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Dispatch, I Don't Fire Myself, je ne me vire pas moi-même. Deuxième film du réalisateur Lee Tae-Ji-won. Je ne sais pas comment ça se prononce, j'espère que je ne l'ai pas trop massacré. Sur le coréen, ça va, je te pardonne. Voilà, qui nous narre l'histoire de Jeon-gun, qui travaille dans une grosse boîte, une méga entreprise, un méga trust, mais cet employé a un tout petit bureau à l'écart de l'open space, à côté de la machine à café. Donc c'est carrément le placard, quoi. C'est même pire que ça. Ouais, en fait, elle est à côté de la boîte à insultes aussi, tu vois, parce que c'est quand même un peu l'endroit où quand les gars viennent se détendre à la salle à café, ils en profitent aussi pour lui en foutre plein la gueule. Qu'est-ce que tu fous là, connasse, casse-toi. J'ai l'impression que c'est un sport national. Dans les films, tu vois quelqu'un, tu l'insultes dans son dos, mais qu'elle t'entende bien. Donc ça bitch et pour se débarrasser d'elle, il l'envoie dans une filière chez des sous-traitants qui sont spécialisés dans la maintenance de lignes à haute tension. Donc elle va devoir passer de cadre à manutentionnaire dans un job indéfini, et comme le seul truc à faire là-bas c'est grimper en haut des lignes pour les réparer, elle va devoir s'adapter à ce job-là, ce qui n'a absolument rien à voir avec sa formation et ses compétences de base. Comment ça va se passer? C'est tout le point du film. Qui se lance sur ce film-là? Léonore, évidemment, au créneau. Pourtant, c'est pas forcément mes films préférés, mais il y a quand même de grandes qualités. Déjà, alors pour ce film-là, c'est très clairement Ken Loach qui est parti en Corée et qui a décidé de faire un film. On retrouve un petit peu tous les éléments qu'on aime dans le cinéma de Ken Loach. Si, désolé, enfin si. Des personnages un petit peu cassés par la vie, qui se retrouvent dans un endroit où ils sont pas censés être et qui sont pas forcément censés se rencontrer, et avec un propos totalement anti-système du début à la fin. J'ai bien aimé ce film, évidemment, même si, bien évidemment, alors il y a quelques petites longueurs, et en plus c'était difficile, c'était le film après repas, on était en train de digérer, c'était un peu compliqué, mais si on s'accroche bien, il y a vraiment de jolies pépites. Déjà, j'ai trouvé le personnage principal qui avait une belle évolution, on s'attachait assez bien à elle. Au début, elle paraît un peu antipathique. On sent qu'elle est paumée dans ce qu'elle fait, elle picole pour oublier, elle sait pas très bien où elle en est dans sa vie, mais elle a... Comme Marwan, exactement, il vient de voir Drunk, du coup, il s'identifie. Très bien. Mais elle s'accroche petit à petit, elle arrive à créer des relations, elle se bat pour elle-même finalement, et elle y arrive. Donc ce film permet... à la fois donc, de montrer le sexisme en Corée, mais ça c'était un petit peu le sujet de tous les films qu'on a vus. Ça fait 4 films qui parlent de ça. Là. Disons-le, donc moi je me lasse pas, c'est un sujet qui me touche toujours beaucoup et qui me plaît énormément, donc je suis contente si on veut. Après je comprends que ça puisse être un peu répétitif sur 2 jours. Et mis à part ça, alors un petit truc, c'est le premier film que je vois du festival où je me dis quand même il y a des plans pas dégueux.
et ça fait du bien. Il y a quand même des jolis... On retrouve un petit peu cette lumière trop forte dans les plans en journée, donc ça c'est un peu fatigant, mais mis à part ça, il y a des plans sur les pylônes d'électricité qui sont bien pensés comme des espèces de toiles d'araignée. Il y a des plans de nuit, des plans à l'aube, des plans au crépuscule avec des jolies lumières et qui correspondent à chaque fois à l'état d'avancement du personnage, et ça fait du bien. Donc vraiment une bonne surprise, vraiment. En plus, on est au bord de la mer, donc c'est magnifique, ces petites îles. Marwan? Bah à peu près tout pareil que Eleanor. Je vais pas être incroyablement original pour ce que je vais dire. La même chose, j'ai trouvé qu'il y avait 20-30 minutes de trop dans l'évolution du personnage. On était un peu... Je pense qu'en matinée ou en soirée, on aurait davantage apprécié le film par rapport à cette lenteur, parce que ça apportait quand même une sorte de rythme qui jouait sur le temps très long qu'elle devait passer dans ce lieu-là. Et sinon, je suis d'accord aussi pour dire que l'actrice est assez impressionnante dans son rôle, que, encore une fois, je trouve que la mise en scène, pour le coup, est vraiment soignée et régulièrement impressionnante, surtout la fin. Je trouve que la fin, il y a une certaine poésie qui transparaît dans cette idée de sacrifice de soi, dans le sens où elle va se dépasser pour atteindre un but que je ne dévoilerai pas ici. Et voilà. Non, sinon, ouais, c'est vraiment un film que je conseille, mais pas après manger, c'est compliqué. Vraiment pareil, hein, j'ai vraiment eu du mal à certains moments. Mais c'est encore une fois un beau sujet d'émancipation qui, je trouve, est davantage impressionnant dans la mesure où il se mêle avec un sujet beaucoup plus social, sur le mythe de l'excellence qu'ont les entreprises en Corée et dans plein de pays différents, mais là pour le coup c'est la Corée. Et là on y voit un peu un travail assez soigné et assez impressionnant que je félicite. Je vois pas trop sur le mythe de l'excellence, au contraire là c'est plus, il y a des contrôles pour venir chercher la petite bête quand on veut virer quelqu'un pour les virer, mais pas tant l'excellence en soi. D'ailleurs autant qu'à un moment on s'est tous regardés parce qu'il y a eu un plan justement qui était pas trop dans l'excellence, parce qu'il y a cafouillé un peu. Voilà, bon il y a eu un petit accident de travelling, voilà. Quand je te parlais d'excellence, juste pour rebondir sur ça, c'était que régulièrement tu as ce mot à la bouche dans cette idée où il faut que tout soit parfait, il faut qu'en gros que tout le monde soit carré pour que tout puisse bien fonctionner. Et en fait c'est ce côté un peu, je trouve, de la bureaucratie où les gens de loin veulent un truc parfait mais laissent ces gens-là avec pas grand-chose pour se débrouiller avec ça. Mais ils doivent être parfaits malgré tout, tu vois. Il y a cette idée-là. Oui, c'est l'image du mec en costard qui va te dire comment faire et qui va pas te donner le budget, tu dois te payer toi-même ta combinaison, tout ça. Le siège, c'est le principe du siège, c'est pas l'excellence. T'as ça en France aussi, hein. Les sièges, ils font bien chier, ils te donnent des contrôles qualité impossibles à suivre, et après tu te débrouilles comme tu peux quand t'es dans ta filière, quoi. Notre représentant syndical, Thierry. C'est toujours le mythe de ces fameux faux exécutants qui prétendent tout connaître de ton travail mais qui sont jamais allés sur le terrain. Et c'est pas étonnant, et c'est vrai qu'on voit ça partout. Après, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit globalement, je vais pas forcément rajouter immensément de choses. J'aime bien cette espèce justement de... qui fait Trick and Lodge, hein, comme le disait Eleanor, le côté justement, de toute façon le siège de l'entreprise, c'est généralement, tu la personnifies sur la fin, mais avant tu l'entends par des coups de téléphone, par des trucs, c'est toujours un mur en fait. C'est un énorme mur que tu te prends dans la gueule mais qui est quand même bien là pour que tu te le prennes en fait régulièrement, et qui te dit clairement tu ne passeras jamais ce stade là. Et du coup ce qui est intéressant là, c'est une quête de l'humain au final, de l'humain en elle qui doit réapprendre à arrêter elle renie un petit peu sa condition en disant de toute façon c'est comme ça, tout le monde me crache à la gueule, donc moi aussi je me dénigre. Et finalement, elle va rechercher l'humain en elle, et quand tu retrouves l'humain en toi, tu te rapproches des humains autour de toi, donc ça devient un récit qui est beaucoup plus centré sur ah ouais, mais il y a quand même des gens, quoi, des gens qui souffrent et qui bossent, quoi. Et donc ça arrive peut-être un peu tard, ça, dans le récit, je trouve. Et du coup, c'est dommage parce que ça aurait été très important de s'attacher encore plus à eux, qu'elles vivent plus de moments avec cette équipe, avec ces manutentionnaires qui sont au final assez attachants, mais qu'on voit pas assez. Et c'est juste ça, moi, que je reproche un petit peu au film. Du coup, voilà, peut-être 20 minutes de trop sur certaines choses, peut-être 20 minutes de pas assez sur d'autres. Mais après oui, qu'à partir du moment où ça commence à partir dans l'humain, ça devient vraiment assez poignant. Tu sens le combat social, tu sens le truc, et ça crève un peu dans l'œuf. C'est dommage. Ouais, alors je vois ça effectivement parce qu'on a un siège très très méchant qui même va arnaquer des enfants à la fin du film, donc on a vraiment des méchants très méchants. Donc moi j'aimerais être emporté parce qu'effectivement je trouve que c'est un film, on va réparer des lignes à haute tension mais ça manque de tension justement. Et des putains d'acteurs à gueule pour jouer le siège en plus. Hein. Ouais, en plus, oui, ils ont vraiment les gueules de méchants, c'est marqué connard sur leur tête, hein. C'est vraiment, voilà, ils les ont choisis exprès. Alors dès qu'on les voit effectivement c'est des caricatures mais ok, mais justement moi je me suis senti très détaché de ce
ce film parce que justement ça manque d'humain, ça manque d'empathie, surtout dans cette petite entreprise en province où elle est censée créer des liens avec eux au fur et à mesure puisqu'elle fait partie de l'équipe à la fin et ils ont l'air d'être, ils rigolent et tout, mais je me sens très très détaché. Et même à la fin où il y a le morceau de bravoure à la fin, après le générique, après l'affichage du titre, tu sais, c'est ces fameux films qui veulent pas finir. Donc elle a son morceau de bravoure et pour un final bon, en fait c'est les lumières qui s'allument à la fin. Alors ça s'allume sur des petites îles, donc ne vous attendez pas à l'allumage de Hong Kong ou de Séoul, ça sera pas le même ça fera pas le même effet. Ouais, c'est beau, c'était un joli petit plan en plus dans la brume et tout, c'était mignon comme tout. Mais c'est vrai que ça aurait été très intéressant peut-être de creuser un peu plus le contraste entre la vie au siège et la vie dans la petite entreprise, même si au début c'est normal qu'elle se fasse rejeter parce que clairement elle est vue comme l'ennemi qui vient pour les virer quoi. Donc forcément eux ça les gêne un petit peu, mais après voilà, montrer que quand les liens se rapprochent on aurait pu voir avec des flashbacks, avec tout ça, une véritable différence entre les deux ambiances qui aurait joué sur le contraste et nous aurait apporté encore plus d'empathie, c'est tout ce qu'on demandait de toute façon. Je ne me vire pas moi-même, non, je reste pour le prochain film, Dispatch, I Don't Fire Myself. Prochain film, on va complètement changer de paysage, film en costume. 자네는 조선의 시간을 만들고 조선의 하늘을 열었네. 전하께서 그런 꿈을 꾸시지 않으셨다면 어찌 그런 일을 이룰 수 있겠습니까? 이 그림 누가 그린 것이냐? 장영실이라는 자가 그린 그림이옵니다. 장영실이 누구냐? 이 그림도 똑같이 만들어 볼 수 있겠느냐? 코끼리가 없습니다. 그쪽 말고 저 큰 안쪽을 때려. 저는 이초시오. 맞습니다. 맞아요. Ça y est, on est tous les quatre là, à la sortie de la salle. Thierry, Marwan, Éléonore et moi. Alors on finit avec un film qui fait le taf de film de clôture, gros budget, gros costume, gros nom à l'affiche, Forbidden Dream de Woo Jin-ho, bon, qu'on ne connaît pas forcément par chez nous, mais avec en rôle principal Cho Min-sik. Oui. Que vous avez sûrement vu dans Old Boy ou bien J'ai rencontré le diable, par exemple. Des petits films qu'on n'a pas connus du tout en France, voilà. Par exemple. L'histoire, donc Forbidden Dream, un film en costume, film d'époque au XVe siècle, où le roi Sejong, le roi de Joseon, enfin en gros c'est de la Corée quoi, voilà, qui veut s'émanciper de l'empire Ming et décide de construire une carte astronomique, d'étudier l'astronomie, qui est pourtant le monopole des Ming, parce que le pouvoir dépend un peu de ça. Et donc, il va céder d'un esclave génial, Yong Tsil, qui est joué par Cho Min-sik, le fameux. Et grâce à lui, il va pouvoir construire des appareils qui vont permettre de rivaliser avec l'Empire. Et par la force des choses, une amitié très très forte, très forte, va naître entre les deux. C'est presque des merveilleuses scènes où ils se font des chatouilles en faisant Marco Polo. Oui, non, mais ils sont très très amis, voilà. Voilà. Une blague de merde que tu garderas pas, mais il y a un empire, il y a des étoiles, mais ce n'est pas Star Wars. C'est ça non plus, ouais, voilà. Ah ouais, quand même. Ça va avec le film. En même temps, on est du même niveau, c'est bien. Voilà. Alors, vos impressions à la sortie de ce dernier film du festival, pour l'instant, peut-être que ça sera prolongé après, mais on ne sait pas, mais bon, vos impressions sortant de Forbidden Dream, ce rêve interdit. Tout à l'heure, tu sais, on disait que justement c'était un petit peu compliqué de voir le film précédent parce qu'on sentait de la digestion, on sentait un peu lourd et tout. Là, tu vois, c'est marrant, on n'a pas mangé, mais on se sent quand même un peu lourd. C'est génial. Moi, je pense que, enfin, ce que je disais à Marwan en sortant, je pense qu'ils ont quand même fait une crise économique et écologique, je pense, en faisant cramer beaucoup de groupes électrogènes pour faire tourner la machine à clichés. Mais j'ai quand même bien aimé, mais bordel, les poncifs, quoi. J'avais prévenu Marwan hier quand on parlait que oui, le cinéma coréen était quand même bourré de lourdeur et de manquait de justesse, mais alors là, je pense qu'on est vraiment dans la zone 3000 de ça, quoi. Ouais, est-ce que c'est pas une lourdeur propre au film à gros budget, au blockbuster, et que comme on a chez nous et aux États-Unis, où là il faut rentrer dans les cases parce qu'il faut amortir le truc, être populaire et plaire à tout le monde. Plus en Corée quand même. Ah ouais. Oui.
Oui, vous êtes à fond sur la machine à poncif aussi, Marwan. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé la machine à poncif, hein, vraiment. Ouais, c'était sympa. Hein. Ça m'a fait pour le mois, tu vois. Vu qu'il y a le confinement, c'est très bien. Mais ouais, mais non, mais sinon c'était un film qui était assez agréable dans le sens où encore une fois, cette histoire qu'on ne connaît pas, que je ne connaissais pas, les costumes avec des fois des plans. Des plans larges, des plans d'illustration qui permettent de montrer quand même des décors. Ouais, mais c'était vrai, moi j'aimais bien. Ou même la façon dont. Ouais, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Canard. Mais c'est quand même sympa après avoir vu plusieurs films où c'était genre. C'était maintenant en ce moment avec une personne qui est en galère par rapport à sa condition et tout, tu vois. Là, c'est des enjeux importants, tu vois. Ah mais c'est rien les croquettes un coup en vrai. Si tu respires bien c'est bon. Hein. Ça passerait. Mais ouais non mais sinon c'est un film qui par ses acteurs encore une fois nous font passer un très bon moment parce que des fois ça surjoue beaucoup, des fois ça surjoue pas assez et c'est trop bien et puis non t'as un côté où en même temps c'est comment dire ça, c'est fait de bon sentiment, t'as l'impression que en fait tout le monde est gentil, tout le monde est cool en fait et que en gros les connards c'est juste les ministres et mais sinon l'amour entre un esclave et un roi c'est incroyable. Moi j'aime bien ce côté un peu abusé, mais de ce que je pense aussi de pas mal de gros films comme ça à gros budget coréen, c'est ce côté là où on s'en fout, c'est vraiment l'idée c'est de faire briller les yeux des spectateurs, tu vois. En gros vous êtes des gens cyniques, c'est normal que vous n'apprenez j'attaque pour faire rire. Non c'est mignon, tu vois, on passe un bon moment, mais dans 3-4 jours on sera passé à autre chose, hein. Même avant. Éléonore? Oui, alors moi, ça m'a fait penser à ces téléfilms qui passent pendant les vacances d'hiver, qui sont pompeux, plein de bons sentiments, plein de clichés. Donc j'avais qu'une envie, c'est de me faire un chocolat chaud, de mettre des chamallows dedans et de regarder ça tranquille. Non, c'est pas... c'est too much, ça surjoue. Après, j'ai pas passé un mauvais moment, je me suis pas ennuyée, j'avais peur de m'ennuyer parce que ça dure quand même 2h12 et ça passe très bien, ça passe très vite, mais ça dit pas grand-chose, quoi. Pourtant, avec l'histoire de base, on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant parce que c'est quand même une histoire assez folle, assez intéressante. Ce mec qui a le pouvoir et qui décide de privilégier l'intelligence et le progrès plutôt que la guerre et la conquête, quoi. Et du coup, c'est quand même une histoire assez cool, quoi. Donc c'est un peu dommage finalement d'en faire ce type de film un peu lourdeau, un peu bon. Et puis pour revenir, ok, c'est gros budget, mais on voit que les costumes sont faits à la machine, on voit les coutures, les détails sont pas fous, quoi. On sent que c'est là pour en mettre plein les yeux, mais au final, c'est pas bien pensé, quoi. On n'est pas dans de la finesse, hein, très clairement. Je suis assez d'accord, mais c'est vrai qu'en plus de ça, autant tu sens qu'ils ont voulu apporter un peu de soin au décor qu'ils pouvaient montrer, mais qu'ils étaient très limités, donc du coup les cadres sont quand même souvent resserrés quand on te montre des immeubles, parce qu'autour tu te doutes bien qu'il y a sûrement des perches à studio, quoi. Donc du coup, après voilà, en fait ça sent le gros budget, mais quand même l'économie de moyens malgré tout, tu vois, c'est un peu entre les deux. Ça, c'est pas l'immense budget, quoi, tu vois. On n'est pas dans The Great Battle où les mecs ils te sortaient des trucs de gros tarés de partout, même si le rendu était affreux, parce que c'était encore plus too much et encore plus épique. Mais d'ailleurs à un moment on croit que ça va péter et en fait non. Ah ouais, ils ont fait comme ils ont pu. Mais c'est vrai que moi ça me fait penser à plein de trucs qu'on avait déjà vu, ça me fait penser à Malmö qu'on avait vu, ça me fait penser à Edge of Shadows dès l'instant qu'ils veulent parler de la manière dont dans la Corée a été annexée. En plus elle a été annexée tellement de fois par plein de peuples différents. Donc, ils ont morflé les peuples, donc forcément ils ont plein de sujets d'histoire à raconter où ils ont sauvé leur culture et ça leur plaît, hein. Ils adorent ça. Mais donc du coup c'est clair que là ils sortent les grands trucs et te disent c'est toujours l'amitié des grands hommes qui a sauvé tout ça. Moi ça marche, hein, parce que je me dis c'est ce que je cherche aussi quand je vais voir ce genre de film. En Corée, je sais qu'ils font ça. Je m'attendais à ça. Je m'attendais au Choi Min-sik Show à un moment. Et putain, on l'a eu. Le passage où il explique sa machine au Ming. Si vous voyez le film, vous verrez de quoi je parle. Et là, clairement, le mec est en roue libre. Et tout ce passage-là justifie qu'ils aient pris ce mec-là parce qu'ils savent qu'il peut partir en vrille, quoi. Mais non, c'est fun. C'est vrai qu'on passe un bon moment. On n'en retiendra pas grand-chose. Mais au moins, l'avantage, c'est ça. C'est que le moment passé est sympa. Avec des moments où on se regardait avec Marwan. Il y avait des plans, des espèces de zoom. Moche, des champs contre champs zoomés. C'était la session zoom, ça dure 2 minutes mais et c'est le festival. T'es là, tu te dis mais t'as l'impression que derrière il y a ta et non il y a du violon. La musique est too much, tout est too much, mais d'un autre côté voilà, c'est généreux en fait et on sent qu'il y a une démarche de vraiment apporter un grand moment au public. J'imagine que voilà les Coréens on doit
enfin potentiellement parce que c'est le genre de film à succès généralement, on l'avait vu. On sait pas, mais c'est grand public quoi. Celui-là je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que ce genre de film généralement quand on les retrouve là, ils nous les mettent en avant-première parce que c'est des grands succès là-bas. Donc celui-là on fait peut-être pas partie aussi. À voir, mais c'est vrai que tu te dis voilà, c'est le cinéma qu'ils adorent aussi, c'est celui où ils se retrouvent tous entre eux, où ils se disent ah qu'est-ce qu'il est bien notre pays quand même hein. Oui, c'est très patriotique. Le méchant, c'est les Chinois. Oui, et puis c'est le Japonais au choix. Mais en même temps, ils ont eu les deux. Donc. Ouais, voilà. Puis c'est le progrès, puis c'est l'émancipation, c'est donner le savoir aux roturiers. Mon Dieu, contre les nobles. Je veux dire, on est vraiment, c'est très très avant-gardiste. Oui, alors évidemment, c'est une grosse histoire d'amitié. À mon avis, il y a aussi des trucs écrits en sous-texte. Parce que quand tu vas dans la chambre de l'empereur pour lui montrer les étoiles avec ton pinceau, bon. Ça, une fois de plus, on va réavoir encore ce débat. Absolument aucun sous-texte. Parce que la société coréenne. C'est pas un sous-texte, c'était évident. Enfin, bah si, arrête. À mon avis, c'est le bon ami du roi. Une vraie bromance, quoi. Enfin. Mais. Si. C'est filmé comme ça, quand même. Mais si, mais c'est à côté de moi. Mais justement, c'est pas explicite parce que justement, c'est peut-être pas aussi évident, aussi explicite chez eux. Mais non, c'est gros, des gros sabots quoi. Putain, tu dis à chaque fois cet argument-là, tu me l'as déjà sorti pour les films de sport, pour ça. Non, absolument pas. Putain, renseignez-vous sur cette culture avant de dire. Le film où la fille donne un anneau, une alliance à sa meilleure pote. Une fois encore, parce que tu réfléchis avec ta manière. À chaque fois, tu sors que le cinéma est universel. Et non, il y a des cultures. Et j'en ai parlé avec plein de gens. Et j'en ai parlé avec des gens qui sont expatriés là-bas, donc qui n'ont pas une culture coréenne initialement. Non, ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Et ça me saoule en fait à chaque fois qu'on ait ce débat. Parce que putain, vous savez, là vraiment, je pense que vous savez pas de quoi vous parlez. Et ça me saoule. Je suis pas le seul à l'avoir vu. Donc après. Tu vois ce que tu veux quoi. Non, c'est une amitié, voilà. Enfin, c'est comme Thierry et moi. C'est comme voilà, c'est un truc un peu, tu vois. Non, mais c'est un film qui je trouve être assez amusant dans la mesure où t'as aussi, je trouve, des très bons moments. Enfin, un truc qu'on adore chez les Coréens, des changements de ton, mais brutal, mais qui est tellement bien fait en même temps, c'est quand ils sont emprisonnés. Quand il est emprisonné avec les je sais pas comment ça s'appelle, ceux qui ont fabriqué le technicien, voilà, le technicien du cinéma. Ouais, c'est ça, les responsables de l'entretien. Bah, en gros, d'un coup, ça change. Il y a une sorte de retournement de ton où t'as un délire où finalement ils se marrent, ils disent des conneries, ça devient une sorte de grosse comédie alors que 30 secondes avant c'était dramatique à souhait. Mais ça ils le font trop bien, ils le font trop bien. Du coup la question, est-ce que vous êtes content d'avoir vu ce film comme dernier film sur grand écran avant le confinement? Par rapport à ce qu'on a vu, ouais, parce que ça change. Parce qu'en gros, les films que j'ai pu voir, c'était vraiment. Ça se ressemblait beaucoup en fait. C'était la même direction, c'était les mêmes poncifs, les mêmes codes. Et là, ça n'a rien à voir, c'est un délire totalement assumé. Et qui ont pour le coup est vraiment propre à la Corée, tu vois. C'est que l'art de rien, les autres films, c'était plus universel, tu vois, dans ce qu'on vit et tout, même si ça se rapproche par rapport aussi à la société coréenne, mais là pour le coup on peut pas faire ça ailleurs, tu vois. dans d'autres pays, et là t'as vraiment un côté où on va ailleurs, alors avec tout ce qui nous tombe sur la gueule, et là c'est vraiment genre en Corée d'une époque lointaine, mais avec des trucs à la drama, ou à la fin, genre les moments méga dramatiques, ils te remontent les moments un peu mignon entre les deux personnages principaux. C'est rigolo, tu vois. Donc voilà. Donc non, ça fait du bien de voir un film comme ça pour le dernier film. Et j'espère que je croise les doigts qu'après ce confinement, qui sera j'espère court aussi, même si je ne crois pas, qu'il puisse y avoir une partie 2. C'est ce qu'on espère aussi, un retour. Bon. Et on souhaite aussi un bon courage. On a une pensée aussi pour toute l'orga du festival et pour le Publicis aussi, le Publicis Cinéma, toute l'équipe aussi. Pour tous les exploitants en général, voilà, et tous ceux qui galèrent quoi. Ouais. Tout le monde en fait. Oui, et distributeurs, exploitants et tout le monde, oui, parce que là, alors c'est un exemple, mais c'est vrai qu'on pense aussi aux Utopiales à Nantes, qui là du coup, eux, c'est le week-end, donc il n'y aura rien du tout. Voilà. Bon, bref. Après avoir bien plombé l'ambiance, au revoir. Merci chers amis, merci Marouane et Léonore et Thierry. Merci à vous pour cet épisode court, ça a été et pour ces épisodes avant le confinement. On va mettre en place quelque chose pendant le confinement aussi, hein. On va travailler à ça. On a aussi d'ailleurs des épisodes sur des films qui du coup sont pas sortis, qu'on a en réserve. Donc suivez les réseaux, on vous en dira un peu plus sur la suite. Prenez soin de vous, regardez des bons films chez vous pendant le confinement, profitez-en. Et on vous fait des très très gros bisous.
à la prochaine. Bonne soirée. Bisous. Bisous.